qu'on a dépassé les 100 A contre-temps, ACT comme nous disons dans notre jargon, et que la toile est vraiment tissée d'une bonne information, d'un esprit réflexif et intelligent. Enfin, je crois, avec des gens, grâce à vous, avec des gens comme Emmanuel de Rénal, bonjour. Bonjour Gérard. Monsieur Boutan. Bonjour Gérard. Deux petites choses. Oui. La première, remercier l'auditrice qui m'a chaleureusement félicité hier au supermarché au Robert, Oui. aussi à Nice, pour l'émission. Et puis, je vous transmets aussi ses salutations. Oui. Et puis la deuxième, c'est à contre-temps te suggérer un jour qu'on parle des prix à la Martinique. Parce que je trouve notre pays horriblement cher. Voilà. Enfin, Ça, c'est un gros bobo. Et dit... Non, mais il passe son temps dans des pays où ça coûte que dalle. Tu vois, ici, c'est l'Occident. Ça va, Ça n'a rien à voir. Ça va bien. Ça va très bien et je suis très fier d'appartenir à cette équipe. Tu vas nous parler de l'Europe et des fonds transversaux, alors qu'Emmanuel va nous parler de colonisation, d'esclavage, de réparation, de racisme et de santé mentale. C'est une mise en danger. Oui, il est mise en danger d'Emmanuel, évidemment. Comme d'habitude, c'est un homme qui prend des risques avec nous, qui se met les mains dans le cambouis, avec courage et avec volonté. Et puis Christian va nous parler de la Cour pénale internationale, pour savoir si c'est une bonne affaire qu'elle ait mis en cause l'intégrité morale, éthique de M. Netanyahou, et puis aussi d'un ami commun à nous qui est Chris Combet, qui est ici ces jours-ci, qui est un garçon magnifique. Jingle, on y va. Et tu ouvres le feu avec l'Europe et les fonds transversaux. Alors, bien évidemment, on ne parlera pas d'élection. Non. Le sujet me paraît d'importance parce qu'il est totalement passé sous silence. On parle de manière régulière ici, on informe maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années sur les fonds dont la Martinique peut bénéficier. Ce sont des fonds structurels. Alors, c'est des fonds assez connus, je vais quand même les reciter. Rappelle-les. Le fameux FEDER, le Fonds de développement régional, le FSE qui touche au social, on va dire ça comme ça, et à l'éducation. Et puis il y a deux fonds qui touchent à l'agriculture, le FEADER principalement, et le FEAMP qui lui touche à la pêche et aux élevages en mer. Mais au-delà de ça, alors ça pèse pour la Martinique, rappelons-le, pour la Martinique, ça pèse environ... Pour le prochain programme, on appelle plus ça le programme opérationnel, on appelle ça le programme. Il y a café économique. Ça représente environ 600 millions d'euros. Voilà. Et nous avions 6 ans, parce que ça commence en 2021, on est en 2024, il n'y a rien qui a encore été fait, il y a un retard considérable à rattraper, pour consommer ces fonds. Alors, c'est considérable dans l'économie. Mais ce qui est absolument dingue, c'est qu'il y a toute une série de fonds. Alors, j'ai compté, au total, il y en a plus de 36. Là, on parle de 4 fonds, il y en a 36 qui sont complètement ignorés Alors, pas des Martiniquais. Il y a quelques Martiniquais qui participent comme ça à des projets, mais des collectivités. En dehors de la CTM, qui a fait un effort cette année de communiquer en disant... Il y a une dame qui s'occupe de ça qui dit « Oh, je suis là !» Et le président le PCE lui dit « Est-ce que... » Lui, il découvre un petit peu, mais il a fait rôle, quoi. Il a fait son bail, il a dit « Je peux savoir combien de projets ont été... de promoteurs sont venus vous voir l'année dernière ?» Et Tiffy a arrêté là, il fait 0. Et je trouvais ça, mais passablement scandaleux, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas scandaleux du côté de l'institution, mais de nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est de faire passer quand même l'info. Une enveloppe de combien ? Une enveloppe. Alors, attendez, je vais vous donner des exemples. Il y en a pour environ 300 milliards d'euros. Disponibles. Nous, on est là à se battre pour 600 millions d'euros. Là, de l'autre côté, il y a 300 milliards d'euros. Alors, très rapidement, il y a, alors vous allez halluciner, il y a des fonds agricoles spécifiques. Il y a des programmes sectoriels. Alors, c'est ceux-là les plus importants. Oui. Il y a, tenez-vous bien, il y a des programmes pour le marché unique. Il y a un programme pour les migrations. C'est-à-dire que nous, par exemple, on reçoit des immigrés.
que ce soit des immigrés officiels ou non officiels, mais il y a des fonds européens pour leur qui sont intégration, prévus pour leur intégration, leur formation. Continue. On ne les utilise pas. Le programme pour la sécurité et la défense, programme pour l'action extérieure, et puis l'aide à l'adhésion. Formidable, parce qu'il y a des gens qui viennent adhérer à l'Union européenne et ils reçoivent des... Bon, ça, c'est pas pour nous. On y est déjà. Alors, je vais vous citer 3 fonds et vous donner les enveloppes. Et tout ça est parfaitement accessible aux Martiniquais. Simplement, il faut les connaître, il faut participer au dépôt de dossier. Et alors, il y a eu quelques exceptions ici sur des projets culturels entre eux. Mais il y en a 3 qui sont massifs. Horizon Europe, c'est le développement des sciences, de l'innovation et des technologies. Enfin, d'accord. On doit dans ça. 95 milliards d'euros sur 2021-2027. Donc, on est en plein dedans. Erasmus+. Oui. Alors, les Martiniquais et surtout les organismes de formation qui peuvent bénéficier de ça pour accueillir des étudiants ou envoyer des étudiants, il y en a pour 26 milliards d'euros. Et puis un dernier petit, c'est Digital Europe sur tout ce qui est la digitalisation. On se bat pour avoir des fonds, les jeunes notamment. Ben, la Digital Europe, c'est 7,6 milliards d'euros. Même si vous tapez 1 million... Bon. Allons au cœur du sujet, la méthode. Est-ce qu'il faut absolument passer par la collectivité? Est-ce qu'il faut être une institution ici dédiée, vouée à ça? Non. Alors, contrairement... Une association, par exemple, de handicapés, il y a un programme, est-ce qu'elle peut... Voilà. Alors, contrairement aux fonds structurels, dont la gestion est dédiée à la CTM, c'est ça qui est important. Ces fonds-là sont accessibles directement. Bon, il y a moins de... Ça va plus vite, on va dire ça comme ça. Mais la grosse différence est la suivante, c'est que ce sont des appels à projets. Mais c'est très intéressant, c'est la même méthode. Vous avez un projet, vous voulez le financer, vous regardez si dans la liste... Il existe un chapitre concernant votre projet. Et vous vous insérez. Et fatalement, sur les 36 fonds, il y a fatalement quelque chose qui va vous intéresser. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez passer par la CTM pour avoir de l'info, puisqu'ils ont un bureau spécialement pour tous les autres fonds, ce qu'on appelle les fonds transversaux, tous les autres fonds européens. Donc, première étape, le net. Vous tapez, c'est hyper détaillé, il y a la méthode, les contacts, etc. Deuxième étape, pour avoir quelqu'un qui s'y connaisse bien, CTM, et ensuite vous gérez votre projet de dossier. Magnifique. Par exemple, il peut y avoir un programme culturel pour une association. Bien sûr. Il y a beaucoup de programmes culturels. Mais nous avons un ami qui s'occupe de ça, qui nous en avait parlé, qui a expliqué qu'il avait commencé, puis là. On passera directement au sujet de société. Jingle. C'est un gros morceau. On va parler de colonisation, d'esclavage, de réparation pendant au moins 6 minutes. Mais avant, je voudrais faire un petit point d'ordre, mais plutôt un rappel historique. Nous sommes aujourd'hui à 70 ans de Dien Bien Phu. Du 13 mars au 7 mai 1954, la bataille de Dien Bien Phu oppose les 15 000 hommes du général de Castries aux 70 000 hommes du général Giap et se solde par la victoire du Viet Minh sous le corps expéditionnaire français et la fin de la guerre d'Indochine. Des historiens, c'est pas moi, je n'ai pas peine de citer leur nom, estiment que cette défaite constitue le premier pas vers la perte de l'Empire français. Également, elle marque le début d'un déclin international pour la France. Pour cause, puisqu'il y avait des centaines et des centaines de pays colonisés par la France. Mais je te laisse la parole là. Oui, alors là, tu parles de la France et de ses colonies. En effet, sur 400 ans, la France a colonisé pas moins de 80 peuples dans le monde. Mais la France n'a pas été le seul à le faire. Donc je pense que c'est important, malgré tout, de resituer la réalité de ce que c'est que la colonisation et l'esclavage, non pas seulement à l'aune de ce qui s'est passé chez nous, qui est un drame absolu, mais en ouvrant peut-être, en décadrant, parce que je crois que on ne peut aborder ce sujet délicat qu'avec cette honnêteté intellectuelle-là, en fait. La marche du monde, qu'on le veuille ou non, s'est faite sur de la colonisation systématique et systémique, quels que soient les territoires de la planète. En Asie, en Russie, en Amérique, en Europe, en Afrique, etc. Ce sont des peuples qui se sont consolidés par des systèmes coloniaux. L'Europe a été très active sur ce combat-là, notamment sur les derniers siècles.
mais ça n'enlève rien à ce chemin qui a été emprunté par la totalité des autres peuples. Tout d'accord. À tel point que le corollaire de la colonisation, c'est l'esclavage. L'esclavage nous a concernés, nous, directement, puisque l'Europe a déporté pas moins de 12 millions d'Africains sur les nouvelles terres d'Amérique, sur 200 ans. Ça a été la fameuse traite négrière occidentale, qui a été un crime absolu, reconnu par tous les observateurs de la planète. Mais ce drame ne doit pas non plus masquer les autres traites qui, dans le même temps, perduraient. Je pense à la traite arabo-musulmane, qui a déplacé 19 millions d'individus sur 1000 ans, dans des conditions tout aussi épouvantables, peut-être même pire, parce que la totalité des hommes étaient émasculés, parce qu'il ne fallait pas qu'ils laissent de descendants sur les nouvelles terres où ils étaient mis en servilité. Et puis, quand on regarde dans le même temps que ces drames se déroulaient chez nous, la Chine mettait en esclavage des centaines de millions d'individus, la Russie continuait son système esclavagiste, l'Afrique en elle-même continuait à déployer son système. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le drame de l'esclavage est un drame qui, bien évidemment, nous concerne, mais c'est un drame universel. Et il faut bien avoir ça en tête quand on parle de réparation, parce qu'à un moment donné, ce serait assez injuste d'isoler une catégorie du monde pour leur faire peser la réparation de ce drame qui en fait a concerné tout le monde. C'est pour ça que moi, à un certain moment, dans cette tâche, j'avais parlé d'une réflexion qui pouvait être menée à l'échelle de l'ONU, puisque c'est un drame qui engage la totalité de l'humanité. Si on revient maintenant sur l'esclavage qui nous concerne, puisque j'imagine que quand tu m'as confié ce sujet, tu voulais que j'aborde quand même celui-là. Donc 12 millions d'Africains déportés dans les îles de la Caraïbe et sur les côtes américaines, c'est considérable. Tout ça sur 200 ans, donc un temps relativement court. Les responsabilités ou ceux qui ont tiré profit de cet odieux commerce, il faut les répartir en 3 grands blocs. Il y a bien évidemment les colons, ceux qui ont profité du système et qui se sont enrichis en utilisant la force servile des esclaves. Il y a les commerçants qui, eux, étaient en Europe et qui se sont enrichis considérablement, et je pense même bien davantage que les colons en réalité, puisque c'est ce qui a fait la fortune. Les commerçants, tu mets les financiers. Les financiers, c'est toute la côte, ce qu'on appelle la façade maritime française notamment, et c'est les ports négriers de Bordeaux, de La Rochelle, de Nantes. Et là, aujourd'hui encore, il y a des fortunes colossales qui héritent directement de cette séquence. Et puis, il y a les Africains eux-mêmes qui ont participé en vendant des prisonniers des tribus qu'ils allaient chercher. Je rappelle que sur la côte orientale d'Afrique, donc Sénégal, Ghana, Bénin, c'était une région qui était occupée par les peuples Akans, dont faisaient partie les peuples Ashanti. Et l'histoire dit que les Ashanti ont prospéré pendant plusieurs siècles sur 2 ressources. La première, c'est l'or, parce que il y avait des mines d'or importantes dans cette région du monde. Et la deuxième ressource, c'est l'esclavage. À tel point que quand l'Angleterre a aboli l'esclavage au XIXe siècle, les Ashanti ont déclaré la guerre à l'Angleterre parce que l'Angleterre venait casser un commerce. Alors voilà un peu la réalité complexe dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est pour ça que c'est important de décadrer toujours, de reconnaître les drames de l'humanité et d'avoir beaucoup d'humilité face à nos propres faiblesses. Mais c'est important de faire ce travail de recul si on veut traiter de manière raisonnable ce dossier délicat. Et puis enfin, pour en terminer, les réparations, parce que c'est un sujet que tu m'as demandé de traiter, là encore, c'est un sujet compliqué parce que qui doit réparer, au profit de qui? Est-ce que ce sont des réparations symboliques? C'est un peu ce que propose Serge Romana, lui, dans son travail, qui est, à mon avis, un travail absolument abouti, parce que ça fait 20 ans qu'il réfléchit à la question
Et quand il obtient de la France qu'elle érige un monument à la mémoire des esclaves nommés, donc des 270 000 esclaves nommés au Trocadéro en 1848, c'est, je trouve, l'aboutissement d'une réflexion absolument formidable, avec une réflexion à la clé chez Serge Romana, qui est de dire ce sont ces 270 000 personnes qui ont souffert de l'esclavage. Elles ont un nom désormais, et c'est elles que vous devez, à qui vous devez témoigner votre reconnaissance. Et donc, il y a cette réparation mémorielle, symbolique. Qu'il appelle autoréparation. Qu'il appelle autoréparation. Qui l'oppose à l'hétéro-réparation qui vient d'ailleurs, qui vient de fonds, de capitaux qu'on pourrait donner. Exactement. Alors, ça fait partie des autres solutions, les réparations en investissant au profit des peuples qui ont été dominés, mais là encore, avec des croisements complexes, parce que c'est, à un moment donné, jusqu'on remonte. Donner, et puis, exactement. Et puis, rappeler quand même que quand l'Europe a aboli son esclavage, c'est sans doute d'ailleurs le seul peuple esclavagiste au monde à avoir pris seul cette décision politique d'annuler, d'arrêter un système dans lequel elle prospérait et avoir rendu illégal l'esclavage dans le reste du monde. Et elle l'a fait quand d'autres terrains de la planète continuaient à pratiquer. Donc, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce que c'est un historien africain qui a écrit cette phrase qui m'avait un peu frappé, qui disait « L'Occident, certes, s'est livré à l'esclavage, a aboli l'esclavage, quand quand beaucoup d'autres peuples continuent à perdurer ce crime, et seul l'Occident a été criminalisé, contrairement notamment à l'esclavage arabo-musulman qui, lui, a perduré bien après l'abolition de l'Occident. » Donc, c'est quand même des questions qui méritent réflexion. Des paradoxes. Et donc, voilà. Et puis, rappeler que je disais que quand l'Europe a aboli l'esclavage, une des réparations, alors ça peut être insatisfaisant, mais en tout cas, je pense qu'à l'époque, c'était la démarche voulue, c'était de dire, bien évidemment, les esclaves libérés, on les restitue dans leurs droits absolus et dans leur citoyenneté complète, et du point de vue de l'époque, c'était le premier acte de réparation. Même s'il était théorique et abstrait. Absolument, mais en tout cas, qui oblige juridiquement, maintenant, et les siècles suivants, qui obligent à faire des efforts nécessaires pour traduire cette décision par des actes réels. Donc voilà, donc il y a quand même des choses qui ont été faites. Il y a peut-être des choses qui restent encore à faire, mais il faut le faire en ayant un regard décadré, parce que c'est une situation complexe. Et je crois pour ma part que c'est vraiment un drame de l'humanité et qui n'exonère personne sur cette planète. Et donc, c'est peut-être à l'ONU d'avoir une vraie réflexion sur le sujet. Ce que dit ici le professeur Romana, il pose les questions suivantes. Comment réparer la honte si cela ne vient pas en premier lieu de nous, les descendants? C'est ce qu'il appelle l'auto-réparation. Il dit également comment guérir du maléfice de la couleur, l'histoire de couleur, charbin, cap, etc., sans que l'effort ne soit pas le nôtre. Qui d'autre que nous peut retisser, et c'est ça son dada, les liens sacrés de la filiation avec les ancêtres que rien ne valorise. Autrement dit, ne pas voir les esclaves comme des déchets de l'humanité parce qu'ils avaient été esclavagisés, ou esclavisés comme on dit, mais comme des gens qui sont nos ancêtres, qui sont notre sang, notre code génétique et qu'on doit honorer. Donc comme mener le combat. Ils ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui, nous soyons libres. Absolument. Et plus puissant que ce que dit le professeur Romana, nous sommes des descendants d'esclaves. Nous sommes descendants de colons. Tous nous descendants d'esclaves et de colons. Roi Baudis, Roi Beaufait, nous n'avons qu'à voir notre mélanine, notre couleur. Nous sommes des descendants des négriers d'Afrique et nous sommes également en relation avec des métropolitains préoccupés par la réparation des fractures héritées de l'esclavage et souhaitant les soulager. Je pense que c'est ça la solution, c'est de penser à régler la question, l'autoréparation, et non pas travailler en permanence avec la culpabilité, le passé ressassé, le passé exacerbé, qui nous permet. Et puis, en quelque part, je crois que l'objectif de l'homme, c'est d'avoir droit au bonheur.
d'avoir droit à l'équilibre du groupe humain, d'avoir droit à l'équilibre d'une société. Donc construire un monde ensemble, un monde homogène. Ça paraît très bisounours ce que je dis là, c'est sûr, mais s'il n'y a pas d'autre solution que de traiter ces problèmes intenses plutôt que de les traiter par la répétition. Et je vais simplement citer très rapidement, et te redonner la parole, Fanon, le révolutionnaire, qui nous dit « N'ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu'à venger les Noirs du XVIIIe siècle ? Il n'y a pas de missionnaire, il n'y a pas de fardeau blanc. Je n'ai pas le droit de venir et de crier ma haine aux Blancs. Je n'ai pas le devoir de murmurer ma reconnaissance aux Blancs. Je n'ai pas le droit d'être noir. Je me reconnais un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain. Un seul devoir, celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Il n'y a pas de monde blanc, il n'y a pas de monde noir, il y a le monde universel, le monde auquel on croit. Et puis c'est très long, mais je vous incite réellement à relire ça dans l'un de ses ouvrages, Peau noire et masque blanc. Voilà. Oui, et je pense que je veux aussi rappeler qu'à l'heure où on parle, il y a encore 40 millions d'individus sur la planète qui sont en esclavage. Et moi, j'ai peut-être un vieux fantasme, c'est de dire... nous sortons d'un monde qui a été pétri de ce drame, et peut-être devrions-nous y chercher la bonne énergie pour dénoncer cet esclavage d'aujourd'hui. Eddy. Alors, je vous écoute et je partage évidemment l'ensemble de l'analyse. Simplement, il manque un élément qui me semble fondamental, c'est la notion de réparation bien comprise. Je vais oser une image. Au départ, sur une ligne de course, il y a 4 chevaux. Il y en a un dont on a coupé la patte arrière. Et on lui demande d'aller aussi vite et de participer à la course. Que les 3 autres. Voilà. La réparation, c'est d'arrêter la course, de remettre la patte qui a été coupée en forme, pour que ce la cheval... Voilà, c'est ça la réparation. C'est de dire, vous avez compris, c'est de dire qu'on ne peut pas demander à un peuple qui est sur une petite île et qui a été victime, dont les ancêtres ont été victimes de ça, de participer à la course et d'exiger de lui un minimum, quoi. Ça, c'est pas possible. Et c'est ça la réparation. C'est de dire, on remet les choses d'équerre avec des investissements massifs dans l'éducation, dans les transports, dans l'eau, etc. Parce que ça ce serait une réparation. Ouais. C'est ça qui manque. C'est évident que l'aspect matériel compte, mais aussi l'aspect spirituel, l'aspect symbolique, l'aspect de fierté de soi, l'aspect de reconnaissance qu'on est homme et qu'on forme un tout au sein de l'humanité. C'est un ensemble du matériel, du concret. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui... Absolument. Il faut que ça soit mené de front. Or, notre problème, c'est que... La Cour pénale internationale aurait rendu un service extraordinaire à Israël et Netanyahou. C'est notre musicien en chef qui va nous parler de ça. J'ai envie d'ajouter justice. Oui. C'est important, la justice, c'est bien. Alors, c'est vrai, je reviens donc sur le sujet. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler ici de la Cour pénale internationale, dont, rapidement, qui a été créée en 1998. Oui. Je crois que les téléspectateurs le savent, depuis que la chute de l'URSS, il y a eu une ouverture qui s'est créée. Oui. En fait, on a pensé que les pays libéraux, le libéralisme avait gagné. Et c'est dans cet itinéraire, si je puis dire, qu'on a créé la Cour pénale internationale. Yes. Il y a eu ce qu'on appelle le traité de Rome également, destiné à condamner toute violence, tout génocide contre tout problème humanitaire. Hein. On voit qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors certes, c'est une autorité qui a son rôle. À mon avis, c'est une belle idée qu'au niveau international, tous les pays définissent des critères qui peuvent sauvegarder l'humanité. Ça parle d'une belle idée. Oui. On verra dans la pratique, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont donné leur accord à l'existence, mais qui n'ont pas ratifié. Hein. Donc, si vous voulez, la différence, c'est qu'on peut avoir signé un accord, mais quand on ne le ratifie pas, ça veut dire qu'on ne s'impose pas l'application dans son pays. Vous voyez ? Et donc, il y a cette situation. Alors, on est un peu surpris parce que les États-Unis n'ont pas ratifié. Évidemment, la Russie n'a pas ratifié, l'Inde n'a pas ratifié, évidemment la Corée du Nord. Donc il se trouve tout de même qu'il y a... La Chine, merci, n'a pas ratifié. Il y a tout de même 123 pays sur 193 qui ont ratifié cet accord. Voilà. Donc, alors, dans les faits... C'est un pas.
C'est un pas, c'est un pas. Alors, dans les faits, aujourd'hui, la Cour pénale internationale, qui a été sensibilisée, entre autres, par l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud avait demandé, effectivement, la condamnation de Netanyahou, cette Cour pénale a prononcé, effectivement, un certain nombre de jugements, si je puis dire, à l'encontre de Vladimir Poutine, à l'encontre du Hamas et à l'encontre de Netanyahou, le président d'Israël. Ça veut dire concrètement que ces personnes ne sont pas les bienvenues dans les pays qui ont ratifié, et surtout, elles risquent d'être arrêtées. Aujourd'hui, si Poutine se rend en France, logiquement, la France devrait arrêter Poutine. Pour être déféré devant la Cour. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Et c'est là où on se rend compte de la fragilité, n'est-ce pas, des décisions de la Cour pénale internationale, parce que cette Cour pénale n'a pas autorité pour pouvoir arrêter les gens. Elle n'a pas le pouvoir, mais elle a l'autorité morale. Elle a l'autorité morale, voilà, elle donne un avis. Bien, alors aujourd'hui, Netanyahou, effectivement, a été inculpé un peu par cette Cour pénale. Et effectivement, alors le journaliste qui fait l'article à partir duquel nous travaillons, il dit effectivement, est-ce qu'à terme, ça ne va pas faciliter Netanyahou? Est-ce que ça ne va pas revaloriser un peu Netanyahou? Et ce n'est pas impossible. Un petit exemple, c'est que, évidemment, cette décision fait que le patriotisme israélien peut se revigorer autour de son chef. Pourquoi notre chef est content? On peut se poser la question, quelle autorité aussi cette Cour pénale a? Parce qu'après tout, ce sont des hommes, ils ont leur sensibilité, ils ont leur choix, leur idéologie. Voilà, donc ça peut provoquer effectivement dans le pays une espèce de remobilisation. Et puis aussi, parlons de Biden, le président des États-Unis, aujourd'hui qui se trouve dans une situation assez compliquée. Parce que autant il désapprouve Netanyahou, autant dans les élections américaines, il est conditionné par le lobby juif qui est aux États-Unis. Et ce lobby qui prend un peu position contre le fait que Netanyahou soit inculpé par la Cour pénale internationale. Et contre Biden à s'aligner sur eux. Voilà, c'est ça. Donc voilà un petit peu toute la complexité qui fait que la Cour pénale internationale, pour peu que ce soit une très bonne idée, en quelque part, vous voyez, on mesure les limites de son autorité, en quelque part. Voilà. Et à la limite, même, on pousserait le bouchon à dire que ça sert. Mais c'est une bonne affaire pour lui. C'est ça. Voilà. Ça mobilise le coup. Très bien. On revient sur des sujets qui te concernent et qui t'intéressent et qui te passionnent. Racisme et santé mentale. On va faire une petite nuance. Quel impact sur les sportifs professionnels? Bon, enfin, je crois que l'impact est le même sur tout le monde. Hein. Vas-y. Oui. Je pense que l'analyse ne sera pas très longue. C'est vrai que le racisme s'exprime partout où il y a des minorités, qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires, mais partout où il y a une minorité, le racisme s'exprime. Et le racisme s'exprime là où il y a des minorités, dans des grands rendez-vous populaires. Parce que la masse populaire, parfois, elle est un peu idiote. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est gentil. Oui, enfin bon. Il est euphémistique. Oui, c'est l'euphémisme. Mais, et notamment dans les grands rendez-vous sportifs en Europe, les minorités noires sportives sont presque par nature victimes systémiques ou systématiques d'actes racistes qui sont émises par une foule qui n'a strictement... Et pas seulement à l'occasion des manifestations, dans leur quotidien aussi. Oui, mais bon, ça dans le quotidien, je dirais... Ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il faut peut-être partir du principe que les sportifs de ce niveau, ce sont des grands artistes qui sont par nature des gens sensibles aussi. Il faut aussi... il y a une psychologie peut-être singulière chez les gens qui se donnent en spectacle de manière assumée. Et donc, le retour de ces actes-là les atteint de manière forte, brutale, bien au-delà du moment où les attaques sont proférées. C'est-à-dire ils emmagasinent une souffrance. On parle d'ailleurs, ça a été mesuré, de pathologies liées au stress, liées à la dépression, liées à l'hypertension, des troubles de sommeil. Il y a quand même des effets, des conséquences sur la santé qui sont mesurables, qui sont mesurées. Donc voilà, donc ça je dirais que, là encore, pour faire le lien avec le sujet précédent, il y a une dimension de bêtise humaine qui se met en œuvre dès lors qu'une minorité existe publiquement. Alors c'est vrai, là encore, dans tous les pays du monde. C'est vrai ici,
c'est vrai en France, avec des couleurs différentes, mais c'est une réalité. Et je pense que le combat que toi tu mènes dans tes associations et même dans ce plateau, de mettre systématiquement en avant ce type de sujet, participe à éveiller les consciences, parce que c'est au fond, je vois guère que ce travail sur les consciences qu'il est utile d'activer. Avant de passer la parole à Eddy, je voudrais vous expliquer ma position sur ça. Ce n'est pas une obsession. J'ai passé des années au Naïf, à Antilla, dans mes émissions avec Mano et RCI. Je n'ai jamais parlé de ces problèmes-là en disant que c'était de la bêtise humaine. Puis je me suis rendu compte que le mal, ce monstre, comme dit Bertolt Brecht, jaillit du ventre de la bête, prenait une place très importante dans nos sociétés. Et plus, justement, il y avait cette mixité, ce mélange des peuples, l'immigration, et plus ce phénomène mortifère, nauséabond, prenait place dans nos vies. Je me suis dit, la seule solution, qu'est-ce que je peux faire d'autre que par le verbe, que par ma communication, que faire d'autre qu'en parler, sans fustiger, et puis en essayant surtout, c'est ça le gros problème, de ne pas tomber dans le contre-racisme, de ne pas justifier un racisme que je vois à l'égard des Blancs, parce que les Blancs, certains Blancs seraient racistes. C'est ça le grand malheur que j'essaie d'éviter, conserver mon esprit de tolérance et d'ouverture, de passer la parole. Non, juste pour aller plus loin, et vous féliciter, mais il faut qu'il y ait un mot qui soit prononcé. C'est le mot éducation. Oui. La bêtise, c'est l'expression de l'ignorance. C'est tout. C'est-à-dire que les gens ne naissent pas racistes. Oui. Et ils le deviennent. Mais ils le deviennent parce qu'on leur donne une éducation au racisme. Spontanément, regardez les gosses. Vous les mettez dans un jardin d'enfants. Les Noirs jouent avec les Blancs, avec les Asiatiques. C'est pas ça, c'est l'éducation. Or, on est bien d'accord que la nature a horreur du vide. Comme nous n'avons pas d'éducation à partager, à comprendre et à aimer les autres, l'éducation contraire, pour des raisons de domination, de volonté de domination, s'empare de la conscience des enfants. Un stage pour les auteurs d'infractions racistes dans un ancien camp nazi. L'ancien camp de concentration nazi du Skruthof, ouvert en mai 1941 en Alsace, a été transformé en lieu d'accueil pour suivre des stages de citoyenneté dans le cadre de peines prononcées par le tribunal ou une alternative aux poursuites. Pour des injures, menaces ou violences discriminatoires ou racistes, l'objectif est la sensibilisation, la prévention et peut-être la prise d'un peu de recul sur certaines idées. Ça permet, dit un participant, ça permet finalement de remettre les idées en place. Bravo, M. Barajo. Et pour souligner mon propos, je vous recommande à tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vais un peu loin, mais il faut y aller, c'est de regarder le film qui s'appelle Orange Mécanique. Yes. Ah oui. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Imposer, c'est un peu ça, c'est le stage de la violence pour oublier la violence. Mais regardez Orange Mécanique, vous allez tout comprendre. Pendant qu'on parle de violence, parle-nous de la violence des choses qui explosent une fois en voiture. Un sujet, c'est une marque du sous-traitant de grandes marques d'automobiles qui distribue des airbags qui explosent au visage des gens. Parle-nous de ça, parce que c'est pas être complotiste et tout, mais c'est une réalité. Il y a eu des morts. Enfin, vas-y, je te laisse parler. Voilà. L'idée est la suivante. Pendant des années, il y a un fabricant d'airbags, l'airbag étant devenu un élément consubstantiel de la sécurité des véhicules, est obligatoire. Japonais qui s'appelait Takata. Je dis s'appelait parce qu'il a été fermé. L'activité a été arrêtée, notamment par les autorités américaines et les autorités japonaises. Pendant des décennies, ce fabricant qui maîtrisait parfaitement la technologie, c'est une des meilleures boîtes du monde qui a été créée en 1935. Imaginez. Malheureusement, souvent, les gens qui veulent gagner beaucoup d'argent trop vite trichent. Et donc, ce fabricant a triché sur le gaz qui consiste, sur la nature du gaz qui remplissait les airbags. Lorsqu'il y a un choc, il y a un gaz qui, effectivement... Voilà, c'est le gaz qui fait gonfler en quelques centièmes de seconde. On a presque l'impression qu'il précède le choc. Ouais. Voilà. Alors, l'idée, c'est que ce gaz étant défectueux, il a tendance à exploser tout seul à partir de certains degrés et de conditions atmosphériques. En clair, plus il fait chaud, et c'est pour ça que les premiers accidents
d'airbags qui explosent dans les pays chauds ont eu dans les pays chauds et notamment dans l'outre-mer. Donne-nous des précisions. On va vous donner. Alors, je vais vous lire un petit chapitre très rapidement. D'accord. Comme ça, vous allez comprendre. Les gens qui nous écoutent vont comprendre parce que le message, c'est de dire aux gens, si vous avez reçu dans votre boîte aux lettres des messages vous disant de ramener votre véhicule pour changer l'airbag, allez-y tout de suite. Le matin du 16 mai 2023, Tristan Guérin avance doucement dans les embouteillages du Gosier. Donc ça se passe en Guadeloupe. Hein, au volant de sa C3, Citroën C3, achetée à un voisin il y a peu. Elle est bien entretenue et a passé le contrôle technique sans problème un mois auparavant. La voiture devant lui freine. Il ne le remarque pas. Donc il y a un choc, un petit choc sympathique. Le choc est léger à cette allure, mais la collision déclenche les airbags. Le coussin gonflable explose au visage du Guadeloupéen. Une pièce métallique traverse son œil et vient se loger dans son cerveau, selon l'enquête judiciaire. Le jeune homme de 26 ans meurt sur le coup. Alors, des comme ça, en Guadeloupe, il y en a eu à peu près une demi-douzaine. Et pourquoi pas ici? Alors, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion. Et tout ça, ça fait l'objet d'enquêtes criminelles. Oui. En Martinique, c'est sans doute parce que nous prions beaucoup. Énormément. C'est comme pour les cyclones. Il n'y a pas encore eu de mort. Bon, alors on ne va pas stigmatiser Citroën, on ne va pas stigmatiser Toyota. Il y a 19 marques, je vais vous les citer rapidement, quelques-unes. Ford, Citroën, Toyota, Honda, Audi, Mazda, Land Rover, Skoda, Volkswagen, Kia, Hyundai, Opel. Citez toutes, s'il te plaît. Non. Ouais. 19. Elles sont, on retrouve la liste de ces marques. Alors tout ça pour dire que les marques ont fait un effort considérable, en particulier ici le groupe Citadel, Toyota et Citroën. Mais c'est pas ça qui choque. Ce qui choque, c'est qu'il n'y a pas eu chez les constructeurs, là on parle des concessionnaires qui ont fait un effort, il y en a, et ça continue. Les constructeurs ont considéré que, bon, dans les Outre-mer, là encore, c'est encore le même phénomène. Nous, donc, et c'est pas nous qui le disons pour une fois. Les constructeurs le reconnaissent en disant, bon, effectivement, on a sous-estimé la problématique dans les Outre-mer, alors qu'ils étaient parfaitement au courant. Pays essentiellement chaud. Enfin, structurellement chaud. Et c'est là qu'il y a eu le plus de cas et de morts. Et récemment, et c'est là que ceux qui ne sont pas encore convaincus par le dérèglement climatique le seront, les températures augmentant de manière brutale, notamment dans le sud de la France, il y a les premiers morts. Et c'est pour ça que... Ça devient un sujet. Ça devient un sujet. Il y a un article du Monde d'il y a quelques jours, vous allez retrouver, ça s'appelle « Airbag défectueux, Citroën et DS mis en cause ». Très bien, c'est très bien cité. Eh oui. On ne croit pas que ce sont les élucubrations de M. Maragé. Ah non, pas du tout. Après plusieurs morts et blessés, des victimes pointent la responsabilité des marques qui ont lancé un rappel. Mais c'est récent, ça. Tandis que nous, le rappel chez nos concessionnaires date de 2014. Là, en France, ça commence. Parce que les constructeurs français, qui sont mis en cause, vous voyez, une des marques, on dit, bon, comme il ne fait pas chaud ici, laisse tomber, ça ne va jamais arriver. Et bien, boum, ça arrive. Donc, le message est clair. Ouais. Si vous avez reçu un message ou si vous avez un doute, c'est les voitures qui ont été construites ou achetées avant 2018. C'est ça. Venez, allez voir votre concessionnaire, il va vous remplacer l'airbag gratuitement. Voilà. Il faut rappeler que en profiter pour dire que les concessionnaires de Martinique, il faut les saluer parce que objectivement, ils ont réagi très tôt, très vite, très bien. Ils ont mis les moyens qu'il fallait. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a évité des morts en Martinique. C'est grâce aux concessionnaires. Donc, alors il reste un petit bout. Ils sont arrivés à 90% des voitures concernées. S'il vous plaît, ne faites pas partie des 10% qui causent un accident pour vous-même ou pour votre famille. Parce que je rappelle qu'il y a des airbags latéraux, il y a des airbags des deux côtés, conducteurs et passagers. Ça ne concerne pas que les conducteurs. J'en apprends des choses grâce à cette émission. Musique. On va parler d'un homme délicieux, d'un homme éduqué, un homme raffiné, Chris Combet, je te laisse parler. Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, moi, je parle avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de profondeur, parce que c'est un
un artiste que j'ai fréquenté. Et je vais vous dire des petites choses. Enfin, mais juste avant, je rappelle que Chris Combet, il vit en Guyane. Il est originaire de parents martiniquais. Il a vécu en Martinique, il a vécu en France, il a vécu en Guyane. Actuellement, il est en Guyane. Alors, vous savez, Chris Combet, il avait fait un premier album il y a une vingtaine d'années. Et puis, il a été dans les prix SACEM en Martinique. Et il se trouve qu'il a gagné meilleur compositeur avec une chanson qui s'appelle Les ciels si bas. Chris a été professeur de mathématiques. J'ai envie de faire un petit lien entre la mathématique et la musique. La musique, c'est connu. Puisque vous savez, en musique, on parle de quarte, on parle de seconde, on parle de quinte, on parle de septième, de neuvième, de treizième. Donc c'est vrai, les notes, c'est l'une après l'autre, c'est de 1 à 8, hein, puisque l'octave, c'est 8. Voilà. En tout cas, il y a une alchimie concrète entre la mathématique et la musique. Hein. Je fais un petit clin d'œil à Alain Geneviève aussi, qui est prof de mathématiques et qui est musicien et tout. Et Chris, je pense que soit il a été un petit peu déconcerté par l'éducation nationale, mais ce prix qu'il a eu à la SACEM, il le dit lui-même, a été l'élément qui a déclenché son investissement pour la musique en tant que professionnel. Alors on va écouter ce titre qui s'appelle « Les ciels si bas », qui a été arrangé par le maestro Thierry Vaton et qui a été repris aussi par Tony Chasseur et Chris Combet. Voilà, avant de continuer. Les ciels si bas qu'aïe capres touche terre. Les si bas, la vie qu'a manché les miens. Les la pli qu'a joué samba triste et sans chaleur. Ou qu'a manché moins, encore plus fort, en dedans, en dehors. Conscience sans mettre sans chaîne, moi qu'a bas la riche. Moi pas qu'à reconnaître, côté moi bien connaître. Bon Dieu du je réinventerai le temps. Voilà, c'est un petit aperçu. J'aimerais vous dire que j'ai travaillé en Guyane pendant très longtemps et souvent j'allais voir Chris. Et quand Chris me faisait écouter ses chansons, je me dis, mais il est out le gars. Parce que ça ne correspondait pas du tout à ceux qui jouaient à la radio. Conscience, dénonciation, investissement, réclamation culturelle, vous voyez, des mots choisis, des mots organisés, une profonde intégration dans les problématiques de la souffrance, ce dont nous allons parler aujourd'hui, la colonisation, l'esclavage. On va voir à travers ces titres comment sa profondeur s'exprime. Mais au-delà de ça, j'aimerais vous faire écouter toujours une prestation de Chris au Baiser Salé. Oui. Alors, si les Martiniquais ne connaissent pas le Baiser Salé, il faut y aller, parce que le Baiser Salé, c'est une salle qui est à Châtelet, en Martinique, en France, pardonnez-moi, et qui passe régulièrement des artistes antillais. C'est des artistes antillais qui font vivre le Baiser Salé. Donc, on va écouter Chris au Baiser Salé. C'est la Galiboni, Moyana, Galipi, Sarah, Maca. Et puis c'est en créole que résonne les flûtes. L'histoire te le rompt à l'Afrique noire. Te le rompt à l'Afrique noire. À vous. La 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 la. La 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 la. Maya maya. Boya maya. Tu te donnes. La 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 la. La 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 la. Motoso sont des mots qui donnent sa laine. Pour l'église, voilà mon chantonne. Et de la samba, Marie Passoula, belle et souveraine sur ses jambes d'ébène. Et plus belle encore, au fond de ses sourcils. Alors, chers amis, j'ai choisi cet extrait pour vous montrer l'animateur. Pour montrer, si vous voulez, la communication. Chris, c'est toujours un rapport avec le public. Ouais. Il chante pour le public. Et le public manifeste en répétant, en chantant avec lui. Et c'est ça qui est important. C'est là où vraiment le chansonnier atteint, si vous voulez, l'optimum, si je veux dire, de sa communication et du partage. Donc, j'ai choisi cet extrait de manière volontaire. Alors, j'aimerais vous dire aussi que Chris est en Martinique pour une semaine. Donc déjà, dimanche, il anime une petite manifestation au Robert. Et puis, on va le retrouver au 888 mardi soir et au Cloud vendredi soir.
Donc, il sera avec Maher Boa, entre autres, avec une expérience très originale. Moi, j'invite les amoureux de musique à venir écouter ce charmant compositeur. Et puis, alors, on le sait aussi, il a été plus ou moins révélé aussi avec cette interprétation merveilleuse avec Jocelyne Béroir dans la chanson qui est écrite par Jacques Houlet, qui s'appelle L'ombrage en Pimango, que je vous propose d'écouter actuellement. Travail, mais moi, ni quoi mal tout. Tous les jours, bon Dieu fait, c'est même pas qu'elle les ouvert. Ou pas ça le vers la ouais, Saint-Tchèque, matin de hier. Dès que c'est mon parti, et bien qui dans les dos. Pour moi, je jouer des notes en bas, en pied, mango. Alors, je vais vous dire, sa musique est à son image, en perpétuel mouvement. Elle naît et se nourrit de voyages. Vous savez qu'on était allé à Tananarive ensemble à Madagascar dans un rassemblement et à ce moment, il a écrit une chanson sur Tananarive avec Christiane Taubira d'ailleurs, qui est son ami. Alors avec ses expériences et son écoute du monde, sa vision se fait très globale. Ses itinéraires, Paris, Kingston, Tokyo. Alors Tokyo, il est en permanence au Japon, parce que les Japonais apprécient sa musique. Bangui, Angoulême, New York, San Francisco, Guyane, Guadeloupe, Martinique. C'est aussi l'itinéraire de Chris Combet. Chroniqueur inlassable, alertant, dénonçant, criant sa peine. Vous voyez des chansons comme Salambo, L'Évangile d'Embouche, Laissez faire les anges, Les enfants de Gorée. Il crie les douleurs du monde. Et je vous propose d'écouter une autre chanson, mais vraiment merveilleuse, qui s'appelle Le Village, composition de Chris Combet. Dans le village de Guanabé, y a un vieux sage qui raconte des histoires de sorciers. Dans ce village, y a un enfant au doux visage qui écoute ces histoires en rêvant. Et le fleuve attend depuis longtemps qu'il pleuve pour donner à la terre sa fertilité. Et le fleuve attend depuis longtemps qu'il pleuve pour offrir au village de quoi se nourrir. C'est très émouvant, je pense, ces mélodies, ces chants. Alors, je veux saluer sa fille qui s'appelle Marie et qui a suivi l'itinéraire de son père et qui se produit de temps en temps avec son père pour pouvoir développer ce message. On va terminer en rappelant encore une fois sa présence ici. Si vous êtes sensible à la belle musique, à la musique qui va dans le cœur, dans l'émotion, venez écouter Chris Combet. On va terminer avec son dernier album qui s'appelle Laissez faire les anges, et avec une chanson qui nous concerne, puisqu'on parlait du sujet, Les enfants de Gorée, également, un rappel sur l'itinéraire, n'est-ce pas, de ces grands mouvements qui ont composé le monde et généré un peu le métissage d'aujourd'hui. Que tu sois de Guyane, de Guadeloupe ou de Martinique, les bateaux négriers qui sont partis des côtes d'Afrique ont déporté en Amérique ou jeté dans l'Atlantique les mêmes racines de ton histoire tragique. Embarqué du Congo, de Guinée ou du Sénégal, du Ghana, du Bénin et d'autres terres du littoral, ces hommes et femmes à fond de cale, arrachés à leur terre natale, sont les toutes premières pages de ton journal. À la mémoire de ces hommes que l'on nomme boîte des peines, que l'on enchaîne, oui. À
à la mémoire de ce peuple que l'on tient dans la géhenne des domaines. Oui, je laisse aller ma peine et comme sur un requiem, je chante sans haine. On vient de Corée aussi. On vient de Gorée, Quand on est enfant d'ici. enfant d'ici. Si je suis d'ici, je suis enfant de Corée aussi. Laissant les ports du Havre, de Nantes, La Rochelle ou Bordeaux, ces navires pleins de pacotilles dessinent sur les flots. Entre comptoir et monde nouveau, chargés d'esclaves ou d'indigo, le grand triangle de leur Eldorado. Et ces nations soumises à ce système que l'Église autorise, ces hommes et marchandises qu'on brutalise et qu'on épuise, ces peuples que la guerre divise et ces terres que l'on déshumanise, est aujourd'hui l'Afrique qui s'enlise à la mémoire de ces hommes que l'on nomme. Vous avez vu la cohérence qu'il y a entre le choix musical et puis les thèmes évoqués, réparation, esclavage, gorille. C'est clair. Vous avez vu comment on fait les choses? C'est bien fait. Félicitez-moi un petit peu quand même. Bravo. Bravo, Gérard. Bravo. On se demande ce qu'on va faire sans toi. J'ai reçu mon salaire. Et vous aussi, surtout, c'est pour vous qu'on fait tout ça, mes chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, et puis vous soyez tous là. Et merci à toute l'équipe. Florent, Max, David, Mehdi, Jean-Yann Fidol qui fait un travail extraordinaire de promotion sur les sites. À très bientôt. Et merci encore d'être avec nous. Au revoir.